Maison Adam. Parlons audio et vidéo, un balado sans publicité diffusé 2 fois par mois où nous discutons nouveautés, technologies et événements avec José Adam. Alors, bonjour tout le monde. C'est mon premier podcast, balado, excusez, c'est vrai, on est au Québec, hein, faut pas oublier ça. Et puis, on va parler aujourd'hui, pas d'audio, on va parler vraiment de vidéo. Hein. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Veut pas, on va parler des meilleurs téléviseurs 2025 et je suis avec Guillaume Croisatière, notre expert chez Maison Adam. Alors, salut Guillaume. Salut José. Puis, on va justement passer, démystifier beaucoup de choses, expliquer aussi les gens là, qui se posent bien des questions, qui ont vu peut-être l'émission qu'on a faite à Télémag ou quoi que ce soit, puis qui se disent « Ouais, il manque de détails là, pour prendre une décision, pour faire le bon achat. » Alors voilà, on est là pour vous donner tout ça ce matin. Fait que, Guillaume, commence donc par nous dire comment vous procédez en magasin là, pour faire vos tests, là. Bien, évidemment, c'est beaucoup d'étapes, là, mais je te dirais la première chose qu'on fait quand on reçoit un nouveau téléviseur, c'est qu'évidemment, on va installer le téléviseur, on va ajuster son image, puis on va d'abord le comparer avec le même modèle de l'année dernière pour évaluer s'il y a une évolution puis il y a une amélioration là, par rapport à ce qui se faisait l'année passée. Parfois, c'est le cas, puis d'autres fois, ça l'est moins. OK, bon, ben c'est super. Et puis, vous faites quoi après ça? Vous ajustez comment l'image pour être capable de dire je compare puis je vois là, la différence? On va faire des ajustements d'image. Par exemple, nous, on prépare toujours quand on fait les recommandations choix de José, il y a toujours un choix de José pour le cinéma, pour le sport, pour les jeux vidéo. Par exemple, lorsqu'on va évaluer un téléviseur pour le cinéma, on va par exemple ajuster le téléviseur dans des conditions d'écoute pour le cinéma. Ça veut dire vraiment un ajustement qui va maximiser le rendu des couleurs, puis ça va être évalué dans un environnement où la lumière est tamisée. C'est quoi l'ajustement qui est le meilleur pour le cinéma? Là? Souvent, le plus simple, là, quand on a un bon téléviseur, là, dans les réglages du téléviseur, là, par défaut, on va déjà retrouver des ajustements pour ça. Ils vont s'appeler les modes cinéma. On a aussi des modes qui sont appelés ISF. Les téléviseurs haut de gamme vont même avoir des modes appelés IMAX, là, certifiés IMAX. Okay. Donc ça, c'est des ajustements de base qui sont déjà dans les téléviseurs. Ça vaut la peine de les utiliser. Là. Si on regarde du cinéma, oui. Mais c'est des ajustements qui sont vraiment utilisés. C'est des réglages d'image où le focus n'est pas sur la clarté de l'image, mais vraiment sur avoir la reproduction des couleurs qui est la plus fidèle. OK, bon, c'est super ça. Puis c'est quoi les critères qui déterminent justement laquelle image est la plus belle? Bien, par exemple, c'est pas les mêmes critères si on regarde du sport ou du cinéma. Tu sais, par exemple, si on parle encore de cinéma, on va évaluer la fidélité des couleurs, ce qui est très important. Ouais. Les contrastes aussi, c'est important parce que c'est ce qui va donner de la profondeur aux images. Un téléviseur qui manque de contraste, ça va donner l'impression d'avoir une image un peu délavée ou qui peut paraître artificielle. Aussi, on va évaluer la capacité du téléviseur à reproduire une image qui est fluide, là, mais qui a un effet cinématographique. Il y a beaucoup de clients, des fois, qui rentrent en magasin et disent « Ah, moi, je ne veux pas acheter une nouvelle télé, là, j'aime pas les mouvements, là, je trouve que ça a l'air faux. » Mais ça, c'est parce que le téléviseur, il est mal réglé, puis ça donne des impressions, des fois, que l'avant-plan est décalé de l'arrière-plan, puis ça donne un peu une espèce d'effet théâtre. Puis un bon téléviseur pour le cinéma ne doit pas reproduire ça. Comme si elle était zoomée, l'image. Oui, ça peut donner un peu cette impression-là. Oui, OK. Mais reviens sur le contraste, parce que c'est pas tout le monde qui sait exactement ce que ça veut dire, le contraste. Ouais. Bien, le contraste, là, dans le fond, c'est la capacité du téléviseur à produire le noir le plus noir, puis en même temps d'être capable de produire un blanc qui est lumineux. C'est ce qui va donner de la profondeur aux images. Tu sais, comme le noir, là, ça a longtemps été là, le nerf de la guerre dans les téléviseurs. À l'époque, José, là, on avait le plasma, puis le ACL, puis on recommandait le plasma parce qu'il était capable de produire. Le noir n'était pas parfait dans le plasma, mais il était plus dense quand même que ce qu'on avait dans le cristaux liquide. Mais là, aujourd'hui, la technologie elle a évolué, puis la technologie OLED est capable de produire un noir parfait. Fait que, tu sais, la quête du noir absolu est comme réglée, là. OK. Fait que là, le reste, c'est d'être capable de produire en même temps un blanc très lumineux. Puis là, il y a encore du progrès à faire. Mais plus un téléviseur est capable de produire un noir qui est noir puis un blanc qui est lumineux, mais là, c'est un bon signe de savoir que le téléviseur va être capable de reproduire une belle image cinématographique. Puis naturellement, la technologie qui sort les noirs les plus profonds, c'est le OLED. Ouais. OLED. Puis la technologie qui sort le plus de luminosité? Bien là, c'est ça, c'est le mini-DEL. OK. Fait que là, il y a un qui a un noir parfait, puis l'autre, il est capable de produire un blanc ultra lumineux. Là. Donc, il n'y a pas encore de technologie parfaite. OK. Mais on peut dire quand même que du côté du OLED,
on s'améliore depuis quelques années avec la luminosité. Oui, là. la recherche est 100% dans ce sens-là, là, présentement. Ouais, parce que les premières générations, on trouvait qu'il y avait un manque. Hein? On le voyait dans la HDR, là, c'était trop sombre. Là. Oui, ben, c'est ça. Ben, les premières générations d'OLED, tout ça, je me rappelle, on était ultra impressionnés parce qu'on n'avait jamais vu des téléviseurs avec des noirs aussi noirs que ça. Mais effectivement, la luminosité faisait en sorte que c'était des téléviseurs qui étaient moins performants, par exemple, pour des environnements lumineux ou pour justement produire des effets de lumière. Bon, super, ça. Il y a aussi le mouvement, je pense, hein, qui est un autre critère qui est important quand on écoute des films. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, le mouvement, ben c'est. Tu sais, le mouvement, on peut le voir en deux facettes. Il y a des mouvements qui sont. Il y a un mouvement, tu sais, que des fois, on va parler d'un téléviseur, on veut un téléviseur qui est 120 Hz, ça, c'est des mouvements pour le sport. Il faut que le téléviseur soit capable Exact. de suivre un sujet sans flou puis garder du focus sur l'image. Quand on regarde du tennis, la Formule 1, en tout cas, n'importe quel sport. Le mouvement dans le cinéma, c'est différent. Il faut simplement que le téléviseur soit capable de. Tu sais, il faut comprendre que la plupart des films aujourd'hui sont encore enregistrés en 24 images secondes. Mais le téléviseur doit être capable de reproduire cette image-là, mais aussi sans éviter d'avoir un effet de saccade qui est causé par le 24 images secondes. Donc, c'est tout un processus qui doit être intégré dans le téléviseur pour reproduire justement une image qui est naturelle, vraiment typée au cinéma comme on le voit dans une salle, mais sans effet de saccade. Fait que vous autres, quand vous arrivez avec des résultats, finalement, des pointages sur les tableaux, vous mettez des pointages et puis c'est le total de celui qui a un meilleur pointage pour ces critères-là qu'on vient de nommer, qui se trouve être le contraste, la luminosité, les couleurs, puis naturellement le mouvement pour le cinéma. Oui, c'est ça? exactement. Fait qu'on arrive avec le total, puis c'est le gagnant. Absolument. Ça devient le choix de... José. OK, mais dans le fond, moi, je fais rien qu'un débat là-dedans, là, mais c'est correct, c'est correct. Maintenant, écoute, souvent les gens se posent la question, ouais, mais vous avez juste la marque LG, Samsung, puis Sony, tu sais. Comment vous pouvez dire que c'est les meilleurs téléviseurs? Tu sais, j'aimerais peut-être que tu prennes le temps d'expliquer pourquoi chez Maison Adam, on n'a pas plus que ces trois marques-là, puis qu'est-ce qui fait qu'on s'est focusé avec ces marques-là principalement? Bien, c'est une bonne question, là. C'est sûr qu'on voit qu'il y a d'autres compagnies qui commencent à pousser, qui commencent à arriver sur le marché, mais tu sais, de faire un bon téléviseur, c'est pas juste d'avoir... pour avoir une belle qualité d'image, ça prend, d'un, les technologies. Il faut être capable de construire un téléviseur avec les bonnes technologies, les technologies modernes, mais ça prend aussi une expertise dans le traitement visuel. Fait que si on a un téléviseur, mais on n'a pas de bon processeur vidéo, pas de bon traitement vidéo, mais la reproduction de l'image, elle ne sera pas belle. La qualité de l'image, c'est 50 la technologie, c'est 50 la qualité du traitement vidéo. Là, présentement, c'est sûr que LG, Samsung, Sony, c'est des compagnies, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, qui sont bien établies, puis qui se sont spécialisés dans les téléviseurs. Tu sais, oui, ils font de l'entrée de gamme, mais ils sont très, très forts dans le milieu de gamme, dans le haut de gamme. Alors que les compagnies de téléviseurs plus émergentes, bien, eux autres, vraiment, le focus présentement, c'est d'être concurrentiel dans des téléviseurs d'entrée de gamme, donc à très petit prix. C'est pour ça qu'on voit quand même les autres marques qui sont des marques chinoises, Hisense, TCL, tout ça. Tu sais, pas... tu le sais, on est allés ensemble au CES, hein, puis on se promène, tu sais, d'un kiosque à un autre, puis on voit la différence quand on arrive dans un kiosque comme Samsung, LG ou Sony, comment que c'est professionnel, puis quand on arrive dans un kiosque avec les compagnies chinoises, comment est-ce qu'il y a un écart, puis il n'y a pas rien que ça se voit aussi dans l'image. Hein? Oui, mais c'est ça qui est drôle parce que, tu sais, on va par exemple au CES, on regarde Sony, mais les images que Sony montre pour faire la démonstration de leur télé, bien là, ils mettent des images complexes, là, tu sais, avec des noirs très profonds, puis à côté un blanc très lumineux pour justement montrer comment leurs téléviseurs sont contrastés, très naturels. Puis des fois, si on va dans d'autres compagnies qui sont plus émergentes, bien là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont montrer des images comme on peut voir dans des... Tu sais, des fois, dans des magasins, les téléviseurs sont installés en mode démonstration. Tout ce qu'on voit, c'est une image extrêmement claire. Mais ça, c'est facile d'afficher une image qui est ultra lumineuse sur toute la surface de l'écran. Ce qui va permettre de voir si c'est un bon écran, c'est justement si le téléviseur est capable de tempérer sa luminosité à différents endroits. Mais je dirais aussi qu'on voyait des défauts. Je l'ai remarqué quand on tombe sur les gros téléviseurs qu'eux autres démontrent, on voyait quand même des défauts là, au niveau du... Soit des fois le côté saccadé ou un déchirement de l'image. C'est des détails qu'on remarquait là, quand on était sur place. Là, c'est ce qu'on voyait, puis c'est un peu ce qu'ils montraient. C'est pas des téléviseurs où les compagnies, justement, ils facilitaient la vie de leur écran. Ouais. Dans le sens où ils montraient des images qui étaient belles à regarder, mais c'est des images qui, dans la vie de tous les jours, quand tu regardes la télé, que tu ne vois pas vraiment. Là, puis on peut dire aussi que les trois marques principales qui sont vendues chez Maison Adam,
c'est aussi des compagnies qu'au niveau du service, au niveau de la qualité, le support Ben oui, qu'ils ça c'est apportent. important. Là. Il y a une C'est- infrastructure derrière. Là. Exact, c'est ça. Tu sais, le support qu'ils nous apportent aux détaillants sont importants pour être capable de satisfaire un client. Parce qu'il arrive un moment donné, tu sais, les téléviseurs ne sont pas parfaits. Non. Alors, tu sais, un client que ça fait 15 mois que son téléviseur, puis pouf, il apprend que son écran est fini, puis qu'il faut qu'il change. Tu sais, je veux dire, c'est là qu'on a un support, nous autres, que je le sais parce que je parle avec des propriétaires de d'autres commerces. Oui. Puis les gars me le disent, je veux dire, tu sais, avec les compagnies chinoises, on n'a pas ce support-là. On n'a pas, tu sais, la possibilité de pouvoir régler en dehors de la garantie un cas de service, là, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très important. Mais revenons sur ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire quels sont les meilleurs téléviseurs. On pourrait peut-être commencer par le modèle d'entrée de gamme, c'est-à-dire dans les moins chers. En passant, je vais vous donner des prix, mais ça va toujours être basé sur le prix d'un 65 pouces. Ouais. Alors, quand on rentre dans l'entrée de gamme, on est entre 1200 et 900 $ à peu près là, dans un 65 pouces. Naturellement, c'est un téléviseur 4K. Et quel est le gagnant? Parce que ça a été quand même un débat à travers les 3 compagnies qu'on avait. Même Sony, je ne me trompe pas, avait 2 modèles qui étaient présentés. Alors, ça a été quand même un débat à travers 4 ou 5 modèles de téléviseurs. Quel est le gagnant? Puis explique-nous pourquoi vous avez sélectionné ce modèle-là. Oui, parce que tu sais, comme je rappelle, on a 3 catégories là, de choix de José, cinéma, sport, jeux vidéo. Dans l'entrée de gamme, ça a été quand même assez facile parce que Samsung ont sorti un nouveau modèle qui est le Q8F. Là, c'est la première génération de ce téléviseur-là. Puis, ils ont vraiment bien performé avec ça. Je m'explique, là, les téléviseurs entrée de gamme là, ont souvent le même défaut, c'est que c'est des téléviseurs qui sont peu contrastés parce que pour arriver avec un petit prix, bien, les compagnies installent sur ces téléviseurs-là des systèmes de rétroéclairage qui sont peu performants. Donc, ça fait en sorte que les noirs vont souvent paraître un peu délavés. C'est des téléviseurs aussi où on va avoir des fuites lumineuses, qui vont avoir des images qui sont très contrastées. Par exemple, si on écoute une scène qui est majoritairement sombre, puis il y a des effets de lumière, bien, là, on va avoir des espèces de petits effets de lampe de poche là, qui apparaissent dans un coin de l'écran. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant avec la Q8F, c'est son système de rétroéclairage. Il est similaire à celle des autres téléviseurs. Il est assez basique, là. Dans le cas de la Q8F, c'est un système de rétroéclairage où les lumières d'aile sont en bordure de l'écran. Sauf que Samsung, c'est un système à double lumière d'aile. C'est-à-dire que en bordure de l'écran, au lieu d'avoir une bande de lumière d'aile, il y a 2 bandes de lumière d'aile. Une qui s'occupe de reproduire les couleurs chaudes, puis une autre qui s'occupe de reproduire les couleurs froides. Ça marche bien parce que ce téléviseur-là est capable d'offrir un taux de contraste qui est nettement supérieur aux autres téléviseurs entrée de gamme. Puis aussi, ça permet d'éviter... Ça les enlève pas complètement, mais ça diminue les fuites lumineuses, les espèces d'effets de lampe de poche qu'on peut voir lorsqu'il y a des scènes qui sont très, très contrastées. Donc, à ce niveau-là, c'est très, très bien. Il y a seulement Sony encore, par exemple, il faut le dire, là, quelqu'un qui veut un téléviseur simple dans l'entrée de gamme, pour la qualité sonore, reste que le téléviseur Sony Bravia 3 demeure le meilleur choix dans l'entrée de gamme. OK. Je me trompe-tu aussi, mais ce modèle-là, celui de Samsung, offrait du 120 Hz. Oui, c'est vrai, José, absolument. On n'a pas ça dans les très autres bon modèles. point. Oui, c'est un Parce que je l'ai constaté justement quand j'ai vu qu'il l'avait gagné, non pas juste en cinéma, mais il a gagné aussi en sport, puis il a gagné aussi en jeux vidéo. Oui, bien, il a gagné la raison pourquoi il a gagné en cinéma et en jeux vidéo, c'est principalement pour son taux de contraste. OK. Vraiment. Et le sport, évidemment, c'est le 120 Hz. On le voyait souvent pour ce téléviseur-là. On a beaucoup évalué sur le tennis, là. Ça, c'est un sport qui est difficile à reproduire pour le sport. Puis le modèle Q8F, il était vraiment capable de suivre la balle de manière assez précise, ce qui n'était pas le cas avec les autres modèles. OK. Maintenant, si on tombe dans le milieu de gamme, là, on se trouve à avoir l'arrivée d'un premier modèle OLED, mais confronté à 5 modèles mini-LED. Oui. On s'entend que c'était une bataille qui était comme pas tout à fait juste. Oui, là. exact. Mais c'est quoi finalement le résultat de ça? Les mini-LED, sûrement qu'il y a des modèles qui ressortent plus que d'autres. Oui, bien, tu sais, si on regarde d'abord les mini-LED, il y a quand même beaucoup de téléviseurs dans le milieu de gamme. Là. On voit que c'est une grosse part de marché. Les téléviseurs qui se sont le plus démarqués, on a eu le Sony Bravia 5, qui est un nouveau téléviseur mini-LED qui remplace le X90L, qui a été très populaire dans les dernières années. Ouais. On a aussi le modèle QN85F de Samsung et le modèle QNED 92 d'LG. OK. Puis là, si on regarde pour les mini-DEL, des 3 téléviseurs mini-DEL, celui qui a les meilleures performances, on ne s'attendait pas à ça, là, pour être franc, mais c'est le modèle d'LG QNED 92. Parce qu'LG, dans les dernières années, là, dans les 2-3 dernières années,
ils font des bons téléviseurs mini-DEL, mais c'était pas une référence. On le voit que la LG, leur focus, c'était vraiment le OLED. Ben, c'est normal, c'est eux autres qui sont oui. le concepteur oui, du c'est OLED. C'est eux oui. autres qui l'ont et qui ont innové plein de choses à cette technologie-là. Exactement. Fait que là, c'est... Fait qu'ils faisaient des téléviseurs intermédiaires seulement, qualité d'image correcte, mais ils restaient un petit peu en dessous quand même de Sony, de Samsung. Cette année, ça s'est complètement reviré de bord. Ça, c'est une grosse évolution par rapport au modèle de l'année passée. Le modèle QNED 92, par exemple, si on le compare au modèle Bravia 5 de Sony, ce qui distingue le QNED 92, c'est le taux de contraste. OK. Ouais, le téléviseur est capable de produire un noir qui est plus noir, mais un noir qui est moins bouché aussi. Donc, quand on a une scène qui est complexe à afficher, c'est un téléviseur qui va être capable de donner plus de volume à l'image. Puis si on compare le modèle QNED 92 au modèle de Samsung, qui est le modèle QN85F, bien là, le taux de contraste, on les regarde, les deux, c'est très, très bon. Pour du mini-DES, des téléviseurs dans les deux cas qui ont un bon contraste. OK. Sauf que avec le modèle de LG, là, c'est les couleurs. On le voit que les couleurs, chez Samsung, les couleurs ont cette tendance à être un peu trop saturées. Des fois, sur certaines séquences, ça va donner du punch à l'image, mais là, c'est un petit peu trop par rapport au modèle QNED 92. Vraiment, là, les couleurs sont plus détendues. On va chercher plus de nuances, plus de détails. C'est important parce que là, on a toujours notre référence qui se trouve être un téléviseur OLED. Oui. Alors, finalement, de ce que je comprends, tous ces modèles-là, oui, c'est la QNED 92 qui ressort comme la meilleure. Mais c'est pas le choix de José, là. Mais c'est ça. Quel était vraiment le choix de José? Non, c'est ça. C'est la B5, là. Oui. C'est ça, parce que c'est une OLED. Exact. Alors, c'est où qu'on voit que la OLED surpasse encore le mini-LED? Parce que là, on s'entend que s'il y avait 5 modèles mini-LED, il y a quand même des efforts qui sont mis par ces manufacturiers-là pour pouvoir venir chercher des parts de marché. Mais la surprise, c'est que LG arrive avec un avec un OLED abordable avec la série B5. Oui, absolument. La B5, ce qu'elle fait le mieux, c'est sûr, on l'a dit tantôt en début de podcast, là, il y a le contraste. La B5, c'est un OLED. Fait que le noir est parfait. Ce n'est pas un noir gris bleuté. Le noir est très, très bon. Fait que déjà, pour le cinéma, les jeux vidéo, c'est un gros avantage. Le OLED aussi, le fait que dans le OLED, il faut comprendre que chaque pixel produit sa propre lumière et sa propre couleur. Mais ça permet aussi d'avoir une définition de l'image qui est plus juste, surtout sur des grands plans. Donc ça, c'est des avantages pour le cinéma. C'est des avantages pour les jeux vidéo. Puis avoir une définition d'image précise sur une vision qui est large, c'est important aussi pour le sport. Là. Si on regarde du football, du hockey, la caméra, la moitié du temps, elle n'est pas collée ses joueurs. Là. Ce qu'ils filment, c'est la glace au complet. Là. Ouais, fait que ça, c'est un bénéfice. Après, ben, c'est d'autres. Il y a la vitesse de rafraîchissement d'image. Tous les téléviseurs mini-DEL qu'on a parlé, c'est tous des téléviseurs 120 Hz. Mais le 120 Hz d'un mini-DEL, c'est quand même pas aussi précis en mouvement que ce qu'un OLED peut afficher dans son temps de réaction quand c'est le temps de changer la couleur d'un pixel pour justement traiter un mouvement qui est rapide. Fait qu'à ce niveau-là, le OLED, c'est sûr que c'est des gros avantages qui font que c'est plus performant qu'un mini-DEL. Mais il faut quand même comprendre que la B5, par exemple, ça reste que ce n'est pas un téléviseur parfait. C'est un OLED qui n'est pas très lumineux. Okay. Il y a une clarté d'image comme les OLED de première génération. Ah, il y a plus que ça? Il y a des concessions qui sont faites. On le voit en magasin. Si les gens ils ont la chance de venir en magasin, on regarde un B5, puis après, on regarde des modèles plus haut de gamme du même fabricant. Comme le C5. Comme le C5. On voit que la luminosité n'est pas aussi élevée. C'est pas pareil. Ouais. Mais c'est pas... Donc, même si le téléviseur n'est pas très lumineux, ça y enlève pas toutes ses autres forces. C'est la raison pourquoi la B5, autant ses choix de José pour le sport, jeux vidéo, puis cinéma dans la catégorie milieu de gamme. OK. Bon, mais écoute, ça fait le point. Ça veut dire que les deux premières catégories de téléviseurs, finalement, que ce soit l'entrée de gamme et le milieu de gamme, ben, c'est les mêmes modèles qui font les trois catégories. Je pense que depuis qu'on fait les choix de José, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. Là. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. Là. Bon, mais écoute, ça veut dire que c'est des très bons modèles. À retenir du côté de Samsung dans l'entrée de gamme, la série Q8F. Et du côté de LG, la B5 OLED, qui sont tous les deux des excellents choix. C'est les meilleurs téléviseurs, finalement, dans ces deux gammes-là. Alors, maintenant, on passe au haut de gamme. Là, ça va jouer un petit peu plus dur, là. Oui, on commence à tomber sur des méchants beaux panneaux. Là, on commence aussi à faire des comparaisons, prendre plus de temps, on discute plus, on s'obstine plus. Puis,
Veux pas, là, ça s'est Ben, les arrivé. différences sont plus serrées, là. Oui, OK. Alors, parle-nous un peu, justement, des différents modèles qui ont été testés dans cette catégorie-là. Oui, bien là, dans le haut de gamme, là, c'est l'inverse du milieu de gamme. Oui, c'est ça. On n'a pas autant de mini Non, non, là, on le voit que là, les compagnies dans le haut de gamme, on a le modèle C5 de LG, là, qui est un vrai classique. OK. On a le modèle S90F de Samsung. Puis, on a la Bravia 8 de Sony, qui est encore là cette année. Oui, c'est le modèle de l'année passée, ça. Oui, parce que Sony, eux autres, la stratégie qu'ils ont, c'est qu'ils ont un cycle de renouvellement de 2 ans plutôt qu'un an comme les Coréens. OK, OK. Ah oui, puis aussi, on a un mini-Dell, là, que je vais quand même préciser, qui est le modèle QN90F de Samsung, qui est actuellement dans la gamme de prix des téléviseurs haut de gamme et le seul mini-Dell sur le marché. Donc, pour ceux qui recherchent un téléviseur autre que le OLED, ben ça devient un téléviseur qui est intéressant, surtout qui est équipé du nouveau panneau anti-reflet de Samsung qui fonctionne très, très bien. Alors, c'est quoi qui a fait qu'on a un gagnant? Parce que là, écoute, on retrouve surtout des téléviseurs OLED Oui. qui se comparent, je veux dire, avec un seul mini-LED. Est-ce que Oui. le mini-LED s'est démarqué ou pas vraiment? C'est vraiment Ben, le non, OLED, je te dirais que... le OLED domine. Oui, même au niveau de la luminosité dans le haut de gamme, là, la QN90F, là, c'est sûr, si on regarde sur papier, là, elle va développer plus de nits, là, mais dans la réalité, là, quand on regarde les téléviseurs sur du contenu réel, OK. la clarté de l'image n'est pas vraiment plus élevée que ce qu'on va avoir sur les OLED haut de gamme. Là. OK. Puis c'est toujours dans le contenu 4K que ça paraît le plus. Ça. Ben non, 4K SDR. Là. Ah Je oui? te dirais même que dans le haut de gamme, les téléviseurs OLED sur du contenu qui n'ont pas une résolution 4K, là, contenu OK. plus général. Ah ouais. Contenu régulier, là, TVA, Télévision, télévision normale. Télévision câblée. Le OLED travaille mieux que le mini-Dell QN80. Les OLED travaillent mieux que le OK, modèle OK, QN90F. OK. Pourquoi? As-tu une idée? Ou? Ben, c'est la manière, le fait qu'il n'y ait pas de rétroéclairage dans l'OLED, ça fait que ça fait des contours qui sont plus nets dans l'OLED, les contours sont mieux définis. Ah, OK. Donc, ça permet Je d'avoir comprends. une image qui, même si elle n'est pas 4K, elle, garde plus, elle donne l'impression d'être quand même plus au focus. Là. OK, OK. Puis, finalement, Ouais, quel téléviseur devient le meilleur dans cette catégorie-là? Là, il y en a 3, là, tu sais. Là, par exemple, si on regarde le cinéma, ben là encore cette année, c'est le choix de José pour le cinéma, ça reste le Sony Bravia 8. OK. Même si, par rapport à l'année passée, la différence est moins grande, là, reste que le Bravia 8 de Sony, au niveau... Tu sais, Sony, là, leur force, là, ils font pas de panneaux OLED, Sony. Tu sais, le Sony, là, les panneaux OLED, comme la Bravia 8, là, c'est une dalle White OLED, probablement fabriquée par LG. OK. Dans leur modèle haut de gamme, c'est une dalle QD OLED fabriquée par Samsung. C'est OK. pas un manufacturier de panneaux, Sony. OK. Sony, c'est un méchant bon manufacturier de processeurs vidéo, par exemple. Ouais. Fait que là, dans la Bravia 8, la dalle OLED jumelée au processeur de Sony qui appelle le XR cognitif, bien, ce processeur-là est vraiment excellent pour reproduire les couleurs avec de la nuance puis une très, très bonne définition d'image. On peut-tu dire que l'expertise de Sony, parce qu'on le sait, ils ont des studios, ils enregistrent, ils font des films, Oui. ils produisent des caméras aussi pour Oui. finalement faire ces films-là. On peut-tu dire que c'est ça qui vient jouer un rôle important, comme on avait dans le temps avec Panasonic, Oui, absolument. qui, tu sais, je veux dire, c'était le même principe, eux autres aussi. Ça transparaît dans l'image. C'est oui, c'est une expertise que les autres compagnies aussi parlent beaucoup de leurs processeurs puis sont bons, mais si on regarde en magasin, là, quand on a évalué les OLED en cinéma, on tamise les lumières, on installe la Bravia 8, on a installé le modèle S90 de Samsung, le modèle C5 de LG, tous avec des angles pour vraiment toujours être centré par rapport à tous les écrans. Tamise les lumières, on installe nos différents contenus. Là. On installe, par exemple, le classique, c'est Netflix. Là. Netflix, c'est bien pour évaluer des téléviseurs parce que les applications fonctionnent très rapidement. Là. Donc, on installe, on regarde le même film Netflix sur les 3 écrans avec les mêmes réglages. On voit quand même qu'en mode cinéma, où la luminosité, c'est pas ça qui est le plus important. Non, parce Vraiment, que justement, c'est ça que j'allais dire tantôt, là, c'est que du côté de Sony, si on regarde d'autres endroits qui font des tests sur le web, bien, c'est souvent ce qu'ils reprochent. Ils disent que la luminosité est faible, puis ils enlèvent beaucoup de points pour ça. Mais c'est-tu si important que ça, là? Ben, La luminosité pour le cinéma? Dans le sens où on écoute un film le soir, non, c'est moins important. Ça a une importance, mais c'est moins important parce qu'il n'y a personne qui... Si tu mets un téléviseur OLED en mode éclatant, dans son mode d'image le plus lumineux le soir, là, tu n'endureras pas ton film plus que 5 minutes. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça dépend. Il y a du monde qui aime ça. Mais si tu les mets vraiment dans les réglages, pensés pour le cinéma, pour avoir l'image la plus proche de la vision des réalisateurs, vraiment au niveau de la texture Sony,
au niveau de la reproduction des couleurs, fait mieux encore que ces deux rivales. Il y a une affaire qui font un petit peu moins bien, c'est au niveau de donner du détail lorsqu'on a une image qui est très, très sombre. Le fait là, que la S90 et la C5 soient un petit peu plus lumineuse, ça permet de donner de la définition dans les scènes sombres un peu plus élevée. On a un peu plus de définition que le Bravia 8, mais ça n'empêche pas que Sony, au niveau de la définition de l'image, la reproduction des couleurs, la Bravia 8, elle surpasse encore ses deux rivales. OK. Là, je comprends. Puis il reste que, veut pas, Sony, comme on disait tantôt, ils ont une expertise vraiment forte parce qu'ils fabriquent des films. Oui, Ils font eux autres même les films. Puis ils savent, justement, le réalisateur sait c'est quoi les détails qui sont importants. Puis, justement, leur processeur est pensé pour faire ressortir les détails. Oui. Puis on le voit tout de suite. Hein? Ça, c'est... Moi, souvent, ce que je montre aux gens pour faire sortir ça, c'est... Je vais prendre une scène là, qui se passe, je sais pas, à l'époque, au Moyen-Âge, où il y a des châteaux, puis il y a des décors. Puis là, tu vois un château en arrière-plan. La Sony, là, tu vois, mettons, les roches du château. Toutes les roches n'ont pas la même couleur. Puis tu vois tous les petits détails dedans. Sur la texture du château, alors que sur les autres téléviseurs, il y a une espèce d'effet un peu plus... C'est beau, là, mais ça donne quand même un feeling un peu plus lissé. Là. Tu vois que l'image ressort moins. J'ai remarqué aussi que des téléviseurs, que la luminosité est plus forte. Des fois, on va avoir des reflets sur des parties, mettons, avec des armures ou des ceintures. On va avoir des reflets sur le métal qu'on ne voit pas sur les téléviseurs Sony. Puis moi, je trouve ça fatiguant un petit peu des fois quand il y a trop de luminosité sur un téléviseur. Ça, c'est d'avoir une gestion intelligente du HDR. OK. Parce que si un téléviseur gère mal le HDR, c'est que là, il va tendance à blaster la luminosité juste sur une section de l'image. Une bonne gestion des images HDR. Tu sais, le HDR, là, juste rappeler, c'est la capacité du téléviseur à produire les effets d'ombre et de lumière de manière naturelle. Ça a été, depuis le 4K, là, le plus gros événement dans la qualité de l'image. Puis, une gestion intelligente du HDR, c'est justement d'être capable d'avoir des gradations, des effets d'ombre et de lumière douces, là, ce qui va permettre de reproduire une image qui va être naturelle. Donc, dans la haute gamme, on est vraiment dans une gamme de prix qui va être entre 2002 et 3200. Oui. Et juste auparavant, je pense que j'avais oublié de le mentionner, le milieu de gamme, c'est entre 1500 et 2200. Puis l'entrée de gamme, c'est entre 900 et 1200 Ici, on dit bien que c'est la Bravia 8, un modèle qui, l'année passée, avait été gagnant et qui continue de l'être encore cette année, malgré que c'est battu contre 3 nouvelles OLED, la C5 de LG, la S85 de Samsung et la S90 de Samsung. Puis on avait aussi une mini Dell qui, malheureusement, mange encore de la poussière en arrière des OLED. Hein? Ça, faut se le dire. Maintenant, on tombe dans ce qu'on appelle les modèles références. Les modèles références, c'est ce qu'on appelle vraiment... C'est mieux que le haut de gamme parce que là, les compagnies, c'est là qui apportent des modifications. C'est toujours ces modèles-là qui vont avoir le nouveau panneau, ils vont avoir un nouveau processeur, ils vont avoir quelque chose de nouveau qui va les emmener à performer. Puis il y a quand même une bataille serrée qui s'est faite entre Samsung et LG. J'ai regardé beaucoup les pointages, puis je me suis interrogé. D'ailleurs, je t'ai challengé à ce sujet-là. Et on a une nouvelle, on rentre justement avec un modèle de téléviseur. Là, dans le mini LED, on va chercher ce qu'on appelle du 8K avec Samsung et la QN900F. Oui. C'est sûr que Samsung a sa propre technologie qu'on appelle le Neo QLED. Là. Oui. Mais, et puis, finalement, ben, c'est ça. C'est qu'on se trouve à avoir aussi une mini LED du côté de Sony qui s'appelle une Bravia 9. Donc, on a 3 modèles de OLED. On a Sony avec Bravia 8 série 2. Là, c'est la nouvelle génération de téléviseurs OLED chez Sony avec un nouveau, tu l'as dit tantôt, je pense un nouveau panneau sur celle-ci par rapport à la Bravia 8 qu'on a parlé tantôt. Donc, c'est pas du tout le même panneau. Pour le fun, c'est quoi le panneau qui est là? C'est un panneau QD OLED. Cette fois-ci, là, c'est un panneau de Samsung. Pour le haut de gamme, c'est le panneau de Samsung que Sony a sélectionné. Puis c'est le premier téléviseur qui choisisse un panneau de Samsung, je pense, avec Sony dans le OLED. Sony ont eu un gros succès avec le A95L, qui est finalement le modèle haut de gamme OLED de Sony de l'année dernière. Il y a 2 ans. Ils ont été là 2 ans, c'est ça. Ça, c'est un panneau QD OLED. Puis ce téléviseur-là, ça a été extrêmement populaire dans le haut de gamme. Puis là, il est justement remplacé par le Bravia 8.2. Ah, OK. C'était un panneau là aussi avec Samsung. Bon, mais écoute, c'est intéressant de savoir ça. Donc, je sais que le pointage était très serré entre S95F et G5. Du côté des mini-LED, on sait que c'est des téléviseurs très, très lumineux. Ça a été leur force. Mais finalement,
qui a gagné pour le cinéma. Là. On parle Ouais. bien pour le cinéma. Là, à date, là, dans la haute gamme, on a bien dit la Bravia 8, c'était pour le cinéma, Oui. c'est pas pour les 3 catégories, Non. comme les 2 autres modèles là, qu'on a eu dans Exact. toute gamme. Alors, ici, ben écoute, c'est quel téléviseur a gagné, puis pourquoi? Bien, c'est encore une fois, là, c'est le Bravia 8.2 qui est pour des raisons similaires au Bravia 8. Là. OK. Sauf que là, le Bravia 8.2, le Bravia 8, ce qui lui manque, c'est un petit peu de clarté. Là. La luminosité C'est qui ça, est il pas manque assez un forte. peu de luminosité. OK. Là, le Bravia 8.2, là, Sony, ben là, ils ont tout. Là. Ils ont le processeur XR cognitif, puis ils utilisent un panneau QD OLED. OK. Donc, le Bravia 8.2 est beaucoup plus lumineux qu'un Bravia 8. Là. Uh-huh. Mais il n'est pas autant encore que, par contre, les modèles haut de gamme de LG Samsung. Les OLED haut de gamme, là, G5 et S95F de Samsung, avec leur dernière génération de panneaux OLED, ils offrent une image encore plus claire que la Bravia 8.2. Mais pour le cinéma, comme j'ai dit, c'est pas l'essentiel. La Bravia 8.2 ou à l'Excel, c'est comme le panneau est... pour avoir des belles couleurs et des beaux contrastes, un noir parfait, on l'a dit tantôt, ça prend un blanc qui est très lumineux. La Bravia 8.2, elle a un noir aussi profond que la Bravia 8 régulière, sauf qu'elle est capable d'aller rechercher un blanc qui est encore plus lumineux. OK. Ça permet d'aller rechercher encore plus d'espace dans les couleurs. Elle doit être meilleure aussi dans l'HDR. Oui, il y a 2 affaires qui est mieux. C'est justement ça. C'est d'abord les couleurs. Les nuances de couleurs sont encore plus développées sur la Bravia 8.2 que sur la Bravia 8 de première génération. OK. Ça, on le voit bien sur du contenu 4K puis du contenu régulier de télévision standard. Et le HDR aussi, bien là, il est vraiment très précis. OK. Sur la Bravia 8.2, là, je te montrais une séquence, là, c'était niaiseux, là, mais c'était un fermier qui avait sa fourche, là, OK. puis il avait ses bretelles. Puis là, sur la Bravia 8.2, c'est la seule... Sa bretelle est en métal, là, mais c'est un mini détail. Mais là, on avait... Attends un peu. là. La bretelle, elle n'est pas en métal. Il y Non, a mais un le morceau de métal. le morceau de métal, Pour c'est la ajuster bretelle. sa bretelle. Ouais, c'est ça que tu parles. OK, oui, ça va. Exact. Fait que là, on a le G5 de LG, le OK. Bravia 8.2 de Sony, le modèle S95F de Samsung, toute la même séquence en OK. HDR. OK. Mais ce petit morceau de métal-là, sa bretelle, sur le modèle de Sony, il réfléchissait le soleil. Là. On voyait vraiment que le soleil bondissait dessus puis il réfléchissait. La scène a été tournée comme ça. OK. Alors que les 2 autres téléviseurs, ils ne semblaient pas comprendre l'image autant que ça. Puis cette espèce d'effet de lumineux-là, ben, sur les autres téléviseurs, il était là, mais il était effacé. Là. On n'avait pas cette espèce d'effet éclatant-là. Donc, pour OK. la reproduction du HDR, la Bravia 8.2 aussi là-dessus en cinéma à l'Excel. Ah, ben écoute, bravo à Sony pour un deuxième téléviseur gagnant, naturellement, juste dans la catégorie cinéma. Parle-nous donc un peu des nouveaux panneaux, parce que si je prends un exemple, la G5, on a revu vraiment le panneau qui était le MLA de l'année passée. Oui. On l'a comme transformé, amélioré. Peux-tu rentrer dans les détails un peu de ce côté-là? Je dirais que c'est ça, LG ont sorti le panneau MLA. L'année passée, le panneau haut de gamme de LG utilisait la technologie MLA. Puis c'est comme si, dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est une loupe qui est installée sur leur panneau OLED régulier. Comme Ça- si c'était une loupe. Oui, comme si c'était une loupe. Ils appellent ça des micro-lentilles. C'était des milliards de micro-lentilles, puis ça permettait d'augmenter la clarté du panneau, puis ça fonctionnait vraiment bien. Là. Le Force Stack, c'est la même chose. Ben, sinon, je me reprends. C'est pas du tout la même chose, en fait. Il s'est mais ça l'a- rajouté des couches. Il s'est rajouté des C'est ça. couches de OLED. Ils ont enlevé le système de micro-lentilles, puis ils ont changé là, complètement la manière dont ils fabriquent le panneau. OK. Donc, le résultat entre la nouvelle technologie Force Stack de LG et MLA, quand on les a installés côte à côte, là, c'est similaire en termes de clarté. OK. Mais le bénéfice du Force Stack, c'est que le MLA, comme c'était un système, ça ressemblait comme à une grosse loupe, ça avait tendance à devenir chaud. Le panneau, il dégageait plus de chaleur. Donc, le Force Stack, ça permet d'avoir une excellente luminosité, beaucoup plus élevée. Ça consomme moins de courant électrique, puis on n'a plus le problème de la chaleur. Ben, j'ai aussi réussi à trouver une information qui dit bien que c'est le premier téléviseur OLED qui atteint 4000 nits. Oui, c'est le plus lumineux du marché. C'est vraiment Ça, c'est impressionnant. très ce impressionnant. niveau. Donc, mais qu'on tombe dans la prochaine catégorie, Oui. qu'on appelle le sport, ça va être intéressant de savoir comment est-ce qu'il se démarque. Mais j'aimerais que tu me parles aussi du S95F, qui est une autre technologie que du côté de Samsung Oui. cette fois-ci. Ils ont quand même amélioré leur panneau. Pour la S95F, José, ben, je te dirais que le téléviseur est assez similaire à l'année dernière. C'est-à-dire que Samsung, l'année passée, là, avec leur modèle OLED haut de gamme, sont arrivés avec leur panneau anti-reflet. Ça a été très apprécié. Puis évidemment, ils poursuivent avec ça cette année.
Puis là, ce qu'ils présentent, c'est une légère amélioration. Ils ont augmenté un peu la luminosité, ils ont retravaillé le processeur vidéo. Donc, c'est un téléviseur qui est, somme toute, assez similaire au modèle de l'année dernière, mais avec davantage de luminosité, un peu plus de couleur. Mais pour ce qui est de la clarté de l'image, le OLED le plus impressionnant visuellement regardé pour la brillance, c'est le modèle G5 d'LG. OK, bon, ben c'est clair à ce niveau-là. Maintenant, rentrons dans le sport, parce que là, la luminosité plus élevée, ça vient jouer un rôle important là, avec les critères. Tu veux peut-être en parler, justement. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir plus de luminosité, justement, sur un téléviseur quand on veut écouter le sport? Oui, bien, le téléviseur, quand on regarde du sport, ce qui est important quand on parle de luminosité, c'est parce que le sport en direct, là, c'est à tous les heures du jour, là. Moi, par exemple, j'aime la Formule 1, là, puis la plupart du temps, c'est à 9 h du matin, là. Okay. Après, il y a le tennis, le golf, ça se passe le jour comme le soir. Donc, ça prend un téléviseur, pour ceux qui aiment le sport, qui est capable de performer dans un environnement éclairé. Parce que tous les téléviseurs peuvent être lumineux. Mais tu sais, ce qui est important, c'est que le téléviseur soit capable d'avoir de la clarté, mais en même temps, d'être capable de conserver des couleurs qui sont belles. Okay. Souvent, si on prend un téléviseur, on augmente un téléviseur qui manque de luminosité, il va être clair, mais les couleurs, ils vont être complètement délavées ou ils vont être saturées, là. OK. Donc, c'est vraiment là que ça devient important. Puis, naturellement, les téléviseurs OLED, dans le sport, ils vont se démarquer encore une fois très fortement parce que surtout ceux qui ont plus de luminosité, parce qu'on sait que les noirs sont très profonds. Fait que le contraste devient extrêmement intéressant là, quand on regarde de quoi de jour. Oui, exactement. OK. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans les critères qui sont importants pour le sport? On prend en compte aussi l'angle de visionnement, là, parce que souvent, le sport, il y a beaucoup de monde qui aime ça écouter ça en groupe. Là, donc en famille et entre amis. C'est ça, exact. L'angle de visionnement, c'est-à-dire que la technologie mini-DEL a toujours eu le défaut de ne pas offrir la même qualité d'image pour les personnes qui sont de côté par rapport à celles qui est assises vraiment au centre. Ah, ouais, avec l'OLED, là, ça, c'est réglé, là, que la qualité de l'image demeure à peu près la même, là, même avec un angle de visionnement qui est très prononcé. Puis, la vitesse de rafraîchissement d'image, un OLED, lorsqu'on suit un sujet, c'est beaucoup plus précis et net que n'importe quel téléviseur mini-DEL actuellement, là. Même si le mini-DEL est à 120 Hz. Oui, même s'il est 120 Hz. C'est pas aussi bon pour tout ce qui va être des mouvements. Non, c'est pas aussi précis. OK. Les couleurs sont importantes aussi. Évidemment, les couleurs sont importantes. On les évalue un petit peu différemment, là, parce qu'il faut que les couleurs soient fidèles. Mais quand on écoute du sport, on aime avoir de la profondeur, on aime avoir un peu de punch. Fait qu'on évalue la fidélité des couleurs, mais aussi la capacité de la télé à donner une espèce de vraiment un petit éclat supplémentaire à l'image, là. Y a-t-il des sports qui ont été plus choisis dans votre écoute ou ben non, si c'était pas mal? On en regarde pas mal, là, moi, j'aime beaucoup la Formule 1, j'aime beaucoup le tennis. Le tennis, il est dur à reproduire. Okay. On regarde le golf. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand amateur de golf, mais notre clientèle, elle aime ça. Bon, fait que, on évalue Michel le golf. aussi. Michel Carrier, qui est très, très, très maniaque le hockey, c'est évident. Là, c'est sûr que c'est beaucoup basé sur le hockey, football également. Okay. Mais les sports les plus difficiles à reproduire quand même pour les mouvements, là, je te dirais de manière générale, là, c'est le tennis et le hockey. Là, ça va vite. Là. Là, on peut voir des bonnes différences entre un téléviseur intermédiaire et un haut de gamme sur ces sports-là. C'est assez évident. OK. Puis, écoute, il y a quand même d'autres critères que je me souviens, là, surtout quand, comme tu l'as mentionné tantôt, on écoute beaucoup de sports de jour. T'sais, le tennis va souvent être de jour, le golf aussi va être de jour, la Formule 1 que tu aimes beaucoup. Alors, il y a... il y a l'anti-reflet, là. C'est sûrement là que tu vas venir. Voilà. Mais là, malheureusement, c'est pas tous les téléviseurs qui sont forts dans l'anti-reflet. Non, c'est ça, ça se joue, là. Ça va avantager une compagnie qui a développé de ce côté-là, naturellement. Évidemment. OK. On va garder ça pour plus tard, là, pour vous donner des explications à ce niveau-là. Mais comment ils ont réussi? T'as-tu déjà fait expliquer comment ils ont réussi, Samsung, à avoir justement, tu sais, je veux dire, une texture. L'effet satiné, là. Oui, l'effet satiné. Samsung, quand on leur demande d'expliquer leur technologie dans le mini-DEL, comment ils ont du zone de rétroéclairage, sont très avares. L'effet satiné, c'est une surface qui est appliquée par-dessus la dalle OLED. OK. Puis il n'y a personne d'autre qui a copié ou qui a sorti c'est sûr qu'ils vont... À un moment donné, tu sais, Samsung, ils ont un gros succès avec ça. Tu sais, les autres vont arriver. Mais Samsung, c'est une compagnie, il faut leur donner, là, c'est une vraie compagnie d'innovation. Oui, effectivement. Ils essayent beaucoup de choses. Ils ne réussissent pas tout le temps, mais le téléviseur Frame, c'est un succès. Puis là, les téléviseurs avec l'effet satiné, c'est un autre succès. OK, parfait, ça. Alors, si on commence avec l'entrée de gamme, on l'a quand même dit tout à l'heure. On n'élaborera pas beaucoup à ce sujet-là. L'entrée de gamme, le gagnant avait été finalement la 65 pouces. On y va avec une
Q8F là, Ouais. de Samsung, C'est ça. parce qu'elle était gagnante là, justement dans les 3 catégories. Ben, c'est le seul, comme on a dit en début d'émission, c'est le seul téléviseur qui est 120 Hz. Oui, en plus. Puis, ben, Ben, c'est ce en qui- plus. Ça, Fait que- c'est d'entrée de jeu, c'est gagné. Là. Ben oui, gagné d'avance, comme on dit. Alors, si on va dans le milieu de gamme, ben, on a juste un téléviseur qui se battait contre 4 mini-LED, mais un téléviseur OLED. C'était la B5 Oui. qui était naturellement, tu l'as mentionné, oui, c'est ça. Là, je m'interroge, là, parce que tantôt, tu as bien mentionné que naturellement, un des avantages pour un téléviseur pour le sport, c'est Oui. d'être lumineux. Oui, Mais le B5, tu as bien dit qu'elle était moins lumineuse. oui, exact. Alors, comment ça que c'est pas un mini LED là, qui vient Ouais. gagner dans le sport? Ben là, tu sais, c'est la catégorie milieu de gamme. Fait qu'on, c'est plate, mais on peut pas tout avoir. OK. Fait que le B5, c'est vrai que c'est moins lumineux que tous les autres téléviseurs mini-LED de la catégorie. Fait que si on est dans un environnement où il y a beaucoup de fenestration, c'est un enjeu. OK. Mais n'empêche que le téléviseur est tellement contrasté, il est tellement fluide, son angle de visionnement est aussi beaucoup plus large que les autres téléviseurs mini-LED de la catégorie, que si on cumule tout ça, au final, ça reste un meilleur choix pour les amateurs de sport. Ouais, quand je regarde le tableau, là, je vois que justement, il se démarque en pointage à cause justement des choses importantes comme l'angle de vision, parce Exact. qu'on écoute ça souvent Ah en oui. famille ou entre amis, avec une petite bière, ou encore l'autre aspect là, qui est le plus important, tant qu'à moi, là, c'est le mouvement. Là, Ben, c'est ça, on le oui. sait, là, côté mouvement, le OLED est vraiment supérieur par rapport à n'importe quel mini-DEL. Fait que, OK, donc c'est clair, on a déjà nos deux modèles qui se maintiennent pour ce qui est dans le sport, c'est-à-dire ici, c'est la B5 dans le milieu de gamme et la Q8F dans l'entrée de gamme. Dans les gammes de prix, on était en 1200 et 900 $ pour ce qui était du téléviseur d'entrée de gamme et on est entre 1500 et 2000 $ pour le téléviseur de milieu de gamme. Maintenant, on tombe dans la haute gamme. Oh, Oui. tantôt, c'était une Sony qui gagnait dans cette catégorie-là. Alors, ici, ben, il y a un changement d'après ce que Oui. j'ai pu voir dans le tableau. Qu'est-ce qui fait qu'on passe maintenant avec une S90 qui se trouve être un téléviseur OLED chez Samsung qui est gagnant? Ben, dans le haut de gamme, là, on a encore une fois les téléviseurs qui sont le plus démarqués. C'est le Bravia 8 de Sony pour le sport, le S90F de Samsung, le C5 de LG. C'est 3 bons téléviseurs pour le sport. Mais là, on voit vraiment que Sony, leur stratégie de renouveler leur téléviseur aux 2 ans, cette année pour le sport, ça leur nuit un peu. Parce qu'en termes de clarté d'image, le modèle C5 et S90F sont capables de produire une image qui est plus claire. Quand j'ai une image plus claire, c'est d'être capable de donner de la luminosité puis aussi de conserver, lorsque la luminosité est élevée, des couleurs qui ne sont pas saturées. OK. Fait que là-dessus, ça, c'est un avantage pour les deux fabricants. Puis ça, c'est une belle évolution pour LG. Parce que l'année dernière, le modèle C4 de LG offrait une luminosité similaire au Bravia 8 de Sony. Mais cette année, LG c'est le même panneau. Hein, la C5 et la C4, c'est le même panneau OLED. C'est OK. juste que LG, ce qui explique, c'est qu'ils ont retravaillé leur processeur vidéo. Ils ont installé un nouveau type d'IA dans le traitement vidéo qui est capable de qui est capable de contrôler de manière plus efficace la dalle OLED. OK, si je comprends bien, c'est le processeur avec l'intelligence artificielle exactement. qui a amélioré encore plus la luminosité de ce panneau-là. Oui, puis là, on le voit quand on a comparé justement, quand on a reçu la C5, on l'a mis à côté de la C4, on a vu vraiment une belle évolution au niveau de la clarté de l'image. Fait que là, à ce niveau-là, cette année, là, la C5 de LG, elle rattrape le modèle S90F de Samsung qui avait quand même un bon avantage l'année dernière. Fait qu'au niveau de la luminosité, c'est 2 très, très bons téléviseurs. Mais reste que le modèle S90 a quand même 2 avantages intéressants par rapport au modèle de C5 pour les amateurs de sport, pour les critères qu'on évalue là, importants pour OK. le sport. Il y a l'angle de visionnement. Tu sais, tantôt, je disais que le OLED, l'angle de visionnement, il est quasiment parfait, c'est vrai. Les téléviseurs OLED ont un angle de visionnement qui est bien meilleur que les autres technologies, mais la dalle de Samsung QD OLED a un angle de visionnement qui est meilleur que les dalles OLED de LG. Ah! Donc, ça veut dire que avec Samsung, le modèle S90F, la clarté de l'image puis la reproduction des couleurs, elle demeure quasiment inchangée. C'est presque la même chose, peu importe dans quel angle on regarde l'image. Ce n'est pas autant le cas avec le modèle C5 de LG. Fait que ça, c'est un premier petit bénéfice pour le S90F. C'est pas un big deal, là, mais c'est un petit avantage. Tu sais. OK. Puis après, ben, le QD OLED, la manière c'est fait, l'avantage du QD OLED, c'est que c'est capable de maintenir une luminosité, c'est capable de maintenir un naturel dans les tu sais, si on regarde les couleurs primaires, le QD OLED est capable de maintenir un niveau de luminosité sur les rouges, les verts, les bleus
plus élevé que la technologie OLED de LG. Ah, Donc, quand on regarde du sport, tu sais, si on regarde du tennis, ben là, c'est bientôt c'est l'US Open. On voit le tennis, tu sais, c'est bleu, le terrain. Ben, avec la Samsung, l'espèce de fini bleu du terrain de tennis, il ressort plus. OK. On regarde du golf, le vert a ce petit côté éclatant-là qui pop l'image davantage. Puis c'est pas saturé, là. Non, c'est ça. C'est en mode lumineux, la Samsung, c'est elle qui travaille le mieux. Ça veut OK. dire qu'elle est capable de conserver des couleurs plus justes puis une meilleure définition d'image. C'est sûr qu'en écoutant des sports comme ça de jour, ben on veut mettre ça plus lumineux. Bien, le monde aime ça. Il n'y a personne qui écoute son hockey en mode cinéma. J'ai jamais vu ça. Là. On veut que ça pète un peu puis que ça soit, qu'on a l'impression d'être sur place. Là. Alors, maintenant, on s'en va, on se dirige tranquillement pas vite vers ce qu'on appelle les meilleurs téléviseurs références. Oui. On le sait, je l'ai mentionné tantôt, c'est vraiment là où est-ce que les compagnies mettent tous leurs efforts pour surplanter les compétiteurs, là, les manufacturiers, finalement, de ce côté-là. Puis là, ben, j'ai remarqué que c'était pas la Bravia 8 série 2 qui était gagnante, puis on sait pourquoi, côté luminosité, du côté de G5 avec LG et Oui. du côté de S95F. Oui. Finalement, on sait que la luminosité vient jouer un rôle important dans la clarté. Mais là, je m'interroge quand même, parce qu'on sait que la meilleure luminosité, ben, c'est la G5 qui est là. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez fait... Ben, en tout cas, excusez, là, c'est un choix de José, donc il ne faut pas que je dise c'est vous autres qui avez décidé de faire gagner celle-là. Mais j'étais obligé de donner l'heure juste. Là. On a eu un débat. Je fais un petit peu le même débat avec toi. Là. Qu'est-ce qui fait que la S95 est supérieure, même si tu me l'as démontré en magasin? Bien, il y a deux éléments qui sont quand même pertinents pour la S95F, parce que c'est vrai qu'au niveau de la clarté d'image, là, les deux, c'est très, c'est vrai, c'est équivalent, même un poil au-dessus. La G5 est encore un peu plus claire que la S95. Au niveau de l'effet de volume, quand on regarde du sport, c'est très proche. Mais là, ce qui fait que le modèle S95F est plus intéressant pour le sport, bien, c'est le panneau satiné. Puis là, lui, il a comme deux avantages, le panneau satiné. C'est-à-dire qu'il élimine le reflet. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de fermer les rideaux et les stores dans la maison pour quand on regarde du sport, puis il y a de la luminosité dans la pièce ou de la luminosité à l'extérieur. Ça, c'est évidemment un gros bénéfice. Mais le panneau anti-reflet aussi, là, ce qu'on a remarqué, là, puis ça, c'est même Samsung nous en avait pas parlé, c'est que quand on regarde du sport, on a davantage l'impression d'être sur place que sur le modèle de LG qui utilise un panneau lustré. Parce que les panneaux lustrés ont toujours eu le bénéfice de donner plus de clarté aux images, plus de profondeur. C'est pour ça que la plupart des télés haut de gamme ont des finis lustrés. Puis c'est pour ça qu'ils ont abandonné avec le temps les Finima. Mais avec la technologie OLED, le Finima n'a pas vraiment d'incidence. Il ne nuit pas à la qualité d'image. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder du sport, avoir l'impression de regarder son sport derrière une vitre, avec la S95F, son panneau satiné, on a encore plus l'impression d'être sur place parce que la manière que la lumière est reproduite, bien, ça donne un feeling qui est encore plus naturel. Fait que c'est ce qui rend le sport quand même assez impressionnant. OK. Là, je comprends. Puis effectivement, tu me l'as démontré en magasin. Donc, j'ai été obligé de dire, tu as raison, même si c'est moi qui décide, là, quel est le choix. Bravo encore Samsung, une S95F qui est la gagnante dans les modèles de référence. Ouais. Mais il reste que la G5 est un superbe téléviseur aussi. Oui, Moi, personnellement, j'aime beaucoup son côté lumineux, là, les couleurs qui ressortent. Là, c'est vraiment un téléviseur. La G5, c'est ça. Là, ça tient à quelques virgules. Si on regarde la G5, il y en a qui vont l'acheter pour le design. C'est la qualité de finition de ce téléviseur-là. Il y a ça aussi. Elle surpasse toute la concurrence. Oui, c'est ça. De la manière qu'elle est fixée aussi au mur, contrairement aux autres téléviseurs. Elle a son propre support qui fait que ça fait vraiment un téléviseur qui est superbe là, directement sur un mur. Maintenant, ceux qui attendent depuis le début du podcast, c'est-à-dire, ou le balado plutôt, qui attendent justement à savoir, finalement, pour les jeux vidéo, c'est quoi les critères, c'est quoi les meilleurs téléviseurs? On sait que, en partant, on va le dire, là, le temps de réponse, c'est très important. Oui. Mais pas mal tous les téléviseurs, parce que là, encore une fois, on sait que la dominance est du côté du OLED. C'est tous des téléviseurs qui répondent ultra rapidement. Donc, l'input lag est très efficace. Absolument. Sur tous ces modèles-là, sans exception. Il y a la question des entrées HDMI. Je sais que Sony... Oui, la connectique est importante. C'est ça. Sony perd toujours des points parce qu'ils ont juste 2 entrées HDMI 2.1. Oui. Alors que LG et Samsung en ont 4 dans... C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Dans quel cas que ça peut venir être un... Il faut que tu aies 2... On s'entend, il faut que tu aies 2 consoles de jeu. C'est en partant. Mais qu'est-ce qui fait que d'en avoir 4,
2, c'est pas assez. C'est limitant parce que 2, là, ce qui arrive, c'est que les deux ports HDMI 2.1 sur les télé Sony, il y a un des deux ports, c'est aussi le port HDMI ARC pour brancher un système de son. Ah, OK, ça, c'est le retour du son, Ouais. justement, dans Fait votre que là, chaîne de son. Fait que là, t'es pris, là. Tu sais, si t'as un système de son, puis là, t'as une PlayStation, puis tes enfants, par exemple, ils ont une Nintendo, ben là, t'es un peu coincé au niveau des ports. Tu peux brancher une console sur les autres ports HDMI, là. C'est juste que là, tu n'auras plus accès à toutes les technologies qui vont rendre le jeu très confortable à jouer. Là, ah, OK. Là, je comprends très, très bien. Puis c'est aussi, les gens peuvent comprendre l'importance de exact. ça. Qualité d'image, naturellement. Ben on est avec des téléviseurs OLED. On a des superbes images. En HDR aussi. Le mouvement, on le sait, c'est ultra rapide avec les téléviseurs OLED. Donc, c'est tous des critères qu'on peut dire comme standard. Là, oui, parce que les jeux vidéo, c'est rendu beau comme un film. Là. Ce qui exploite le mieux, je dirais même les téléviseurs haut de gamme, c'est les consoles de dernière génération. C'est ça qui pousse vraiment les téléviseurs dans leur dernier retranchement. Fait qu'on évalue aussi beaucoup les jeux vidéo avec des critères qui sont proches de ceux pour le cinéma, mais en ajoutant la connectique, différentes technologies importantes au jeu. Puis j'ai été surpris même de la profondeur qu'on va chercher avec les jeux vidéo. Là, naturellement, les modes, ce qu'on appelle le VRR, là, finalement, le côté, tu peux le dire, toi, là. C'est variable refresh rate. OK, c'est bon. Excusez mon accent anglophone, il n'est pas terrible. Et puis, on sait qu'on a du côté de AMD qui a ce qu'ils appelle le FreeSync et on a du G-Sync. Ouais. Ça, c'est du côté de NVIDIA. NVIDIA, oui. C'est tous des systèmes pour offrir une fluidité de l'image puis pas de cassure dans l'image lorsqu'on joue. OK, de déchirure. Oui, de déchirure. Puis ça permet d'avoir un nombre d'images par seconde qui peut varier, là, ce qui permet d'avoir une image qui est fluide, même lorsqu'il y a beaucoup d'action à l'écran. Là. OK. Puis j'ai aussi constaté que, pour avoir regardé ça avec vous autres, qu'il y en a que les modes de jeu, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des ajustements rapidement pendant qu'on est en train de jouer. Il y a des modes qui sont plus élaborés. Entre autres, Sony, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était pas aussi complet que LG et Samsung. Oui. Bien, c'est quand on branche une console là, sur un téléviseur. Mais là, le téléviseur, là, il faut qu'il travaille différemment que quand on branche un lecteur Blu-ray ou un décodeur Vidéotron. Parce qu'il y a plein de systèmes que le téléviseur doit désengager pour être capable d'avoir un temps de réponse qui est très, très rapide. Okay. Fait que là, c'est comme si on balance avec un autre type d'image. Là. C'est un autre type de traitement vidéo qui embarque. Puis là-dessus, LG et Samsung, ils ont travaillé vraiment très fort dans les dernières années, ce qui leur donne encore une avance par rapport à Sony là-dessus. Mais c'est surprenant que Sony, qui sont quand même, c'est le seul des trois qui fait des consoles de jeu. Ah, oui. C'est quand même, je me dirais même, c'est pas la console la plus populaire, c'est une des plus populaires, la PlayStation. Ben, c'est peut-être culturel. Tu sais, les Japonais, là, c'est tout le temps posé. Là, tu sais, c'est jamais pressé. Ils font les choses. Mais ça peut-tu être le processeur? Tu sais, je veux dire, en quelque part, je veux dire, comme c'est un téléviseur, leur processeur est peut-être plus concentré. Tu sais, on sait qu'il donne plus de détails, il est peut-être plus concentré pour travailler. Parce qu'on sait que dans le jeu, tu sais, on se trouve à désactiver des choses pour que les jeux puissent fonctionner. Oui. Ça peut être ça qui fait qu'ils ne veulent pas justement désactiver. Tu sais, ils ne veulent pas que leur téléviseur soit moins bon, moins performant pour les images de TV. Non, parce que tu vois, quand tu branches une console sur un téléviseur Sony, tes modes d'image changent. Tu n'as plus accès au mode cinéma, au mode IMAX. Là, tu es dans un mode image jeu, puis là, ils te donnent quelques réglages. C'est simplement que Sony, peut-être là-dessus, ont peut-être eu un petit peu moins de vision, puis ils se sont préparés un peu plus tard que LG et Samsung qui ont vu le courant arriver. Là, ils ont peut-être mis plus d'emphase, justement, sur, étant donné leur studio, l'importance des studios d'enregistrement de films. Ils ont mis plus d'importance sur la qualité d'image. Là, on dit, moi, personnellement, j'ai un téléviseur Sony OLED chez moi. Là. J'ai une console de brancher dessus, puis moi aussi. Ça fonctionne impeccable. Là. C'est là 95, toi aussi, hein? Non, c'est le plus petit modèle. Ah, OK. Mais ça fonctionne vraiment très, très bien. Là, on chipote. Là. On dit que Sony, pour les jeux, sont moins avancés qu'LG Samsung, c'est vrai. Mais ça reste, quand on branche une console sur une console PlayStation, Xbox, sur un téléviseur Sony, temps de réponse, qualité d'image, c'est extraordinaire. On est quand même dans du très, très haut niveau. Là. Ah ouais. On aborde rapidement, juste parce que le temps file, là, comme on dit, juste pour le fun, les formats. Parce que des fois, on me dit, ouais, mais là, je suis mieux avec un 75 pouces, un 85 pouces avec des jeux. C'est quoi le format qui est l'idéal? Puis des fois, j'entends que c'est mieux un plus petit téléviseur. Oui, mais là, ça dépend quel type de joueur que tu es. OK. Moi, je pense que si tu es un type de joueur compétitif qui joue au réseau, prends-toi pas, si tu es assis à 8 pieds de ton téléviseur, prends-toi pas un 77 pouces. Là, tu vas être fâché. Parce que là, ton écran est trop grand. Là.
Plusieurs compétitifs, souvent, ils vont privilégier des formats plus petits, là, comme un 55 pouces, 65 pouces. Mais si tu es un type de joueur là, qui joue à des jeux solo narratifs là, avec des aventures, ben écoute, là, fais-toi plaisir. Puis ou un jeu de course, là, prends-toi un 83 pouces si ton budget le permet. Là, OK, je comprends. Bon, c'est bon, ça. Alors, allons-y avec les meilleurs téléviseurs. Oui. Bon, on va passer rapidement. L'entrée de gamme, ça reste toujours la Q8F de Encore Samsung. oui. Et du côté du milieu de gamme, c'est toujours la OLED B5 de LG. Absolument. Bon, maintenant, on s'en va dans le haut de gamme. Je vois que le pointage est quand même assez serré. Oui. C'est ici, ben écoute, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce haut de gamme-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a un gagnant? Ben, je te laisse nous présenter oui, pour ça. le choix de José. Oui, ben là, les Ouais. deux téléviseurs qui faisaient mieux dans le haut de gamme, qui étaient les plus complets, c'est le modèle de Samsung S90F puis le modèle LG C5. C5, oui. Puis là, tu vois que là, vraiment, c'est complet. Là. C'est 4 ports HDMI 2.1. C'est des téléviseurs qui ont un temps de réponse instantané. C'est très fluide. Les deux, ils présentent des modes d'image de jeu très intéressants. C'est des modes... Tu sais, quand on parle d'un mode... c'est les game bars, là, le terme. Là. C'est quand OK. on branche une console, le menu standard de la télé disparaît, puis on arrive avec un autre menu vraiment fait pour les jeux. La game bar est complète. Là, ça donne des informations comme le nombre d'images par seconde, si le VRR est compatible avec le jeu, puis s'il est activé. Puis ça permet d'offrir aussi différents modes d'image en fonction du type de jeu auquel on joue ou en fonction de la luminosité de la pièce. Il y a des modes de jeu où l'image est plus chaude, plus sombre pour si on joue le soir, plus clair si on joue le jour. Mais là où ça s'est joué entre la C5 et la S90F, c'est simplement que notre choix de José, c'est le téléviseur C5. Parce que c'est un téléviseur qui fait deux choses de mieux. C'est-à-dire que quand le téléviseur est activé en mode jeu, c'est un téléviseur qui est plus coloré. OK. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que c'est l'inverse quand on était en sport. OK. Là, mais quand on active le mode jeu, on regarde... tu sais, si on regarde, par exemple, on testait Gran Turismo, God of War, là, qui sont des jeux sur PlayStation, mais les couleurs ressortaient plus avec la C5. Puis aussi, le rendu HDR était plus beau. Le HDR, là, c'est les effets d'ombre et de lumière, là, les gradations étaient plus douces. Donc, ça donnait un noir qui était plus profond, plus de volume dans l'image. OK. Alors que la S90F, ben, le HDR faisait en sorte que le téléviseur était généralement comme un petit peu trop lumineux tout le temps. OK. Fait qu'on avait un petit peu moins de dégradé dans les effets d'ombre et de lumière. C'est là-dessus que ça s'est joué. Et c'est la raison pourquoi cette année, là, le meilleur téléviseur dans le haut de gamme pour le jeu vidéo, c'est le C5. Bon, mais c'est génial. Maintenant, il y a une autre bataille qui s'est faite quand on est rentré dans les modèles, les meilleurs téléviseurs référence. Oui. Encore une fois, c'est du côté de LG et aussi Samsung. Oui. Avec LG, c'est la G5 cette fois-ci. Et là, c'est la S95F. Puis là, ben, tout le monde se dit, ouais, mais là, si LG vient de gagner dans le haut de gamme, ils vont gagner dans le modèle référence. T'sais? On s'est dit, c'est sûr que ça va être. Mais non! Ben non, mais pourquoi? Mais là, encore, tu sais, télé, là, c'est des téléviseurs top-notch pour le jeu vidéo. Vraiment, là, Sony, là, ils ont. Puis LG et Samsung, ils ont mis le maximum. Là. Ils ont les mêmes avantages que les modèles haut de gamme, sauf que là, leur panneau OLED est encore plus lumineux. Là. Fait que là, vraiment, l'image est sublimée. Là. Oui, c'est ça, c'est les là, panneaux qui sont différents. Ouais. Là, on tombe vraiment là, avec des téléviseurs qui ont quand on joue à des jeux. Tu sais, un jeu, c'est 4K natif. Là. C'est le maximum de la résolution. Là. Quand on met un jeu, c'est 80 GB d'informations. Il n'y a pas un autre médium qui donne autant de contenu visuel qu'un jeu vidéo. Okay. Donc là-dessus, là, le G5 S95F, c'était magnifique. Mais on a été surpris parce que quand on est en mode jeu, la S95F, elle a un avantage par rapport au modèle... Là, c'est au modèle G5. C'est-à-dire qu'au niveau de la reproduction des couleurs, les deux, c'est très, très bon. Les contrastes, le rendu HDR, là, dans les deux cas, c'est excellent. G5 S95F, c'est excellent. Mais on veut savoir c'est quoi la différence. Ouais, mais là, ça s'est joué à une tabarouette de virgule. Oui, c'est-à-dire que... ça s'est destiné longtemps. Hein? C'est que la S95F, là, comment le téléviseur il traite l'image, le processeur traite l'image, mais il est capable de donner plus de volume à l'image. Fait qu'on a une meilleure idée de la perception des distances. OK. Donc, ça donne un effet qui est plus immersif que la G5, qui donne l'impression d'avoir une image qui est un petit peu plus plate. Mais là, vraiment, José, c'est de la virgule. Bon, oui, ça, je l'avoue, mais on a des bons gamers là, dans le magasin. Là. Hein, que ce soit Nicolas, que ce soit toi ou que ce soit David. Je veux dire, tu sais, vous êtes tous des bons gamers. Ben oui, tu sais, on est dans cette génération-là. Puis c'est pour ça que les compagnies focus sur le OLED. Parce que les gars qui jouaient à des jeux vidéo, tu sais, moi, je joue à des jeux depuis que j'ai peut-être 13-14 ans, là, tu sais. Là, j'en suis rendu à 40.
Mais tu sais, j'ai pas arrêté de jouer, là. Tu sais, je joue moins qu'avant parce que là, la vie est la vie, là. Mais reste que, les gens qui jouent à des jeux vidéo aujourd'hui, c'est dans toutes les tranches d'âge, là. Puis selon toi, parce que là, on est quand même dans une gamme de prix plus élevée, ça vaut la peine de dire je vais aller chercher un modèle référence? Oui. Les amateurs de jeux là, qui veulent vraiment le top, là, ils aiment ça se gâter. Même si on est rendu autour de 4 000 si on ça le vaut budget, la peine. Ils ne seront pas malheureux avec un téléviseur haut de gamme ou même milieu de gamme. Là. Mais si tu as le budget et tu veux vraiment l'expérience visuelle, la meilleure expérience visuelle, ben G5 S95F, là, c'est 2 tabarouettes de beaux téléviseurs. Écoute, Guillaume, on arrive à la fin de notre émission. Ben, merci. C'est pour cette première émission d'avoir été présent. Je tiens aussi à... J'espère en tout cas qu'on a répondu à bien des questions que les gens se posaient. Et je tiens aussi à vous souhaiter une bonne journée à tous. Et à la prochain balado. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.